Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo que vous attendez depuis super longtemps. C'est une vidéo 10 conseils, donc 10 conseils pour l'année de professeur des écoles stagiaires. Ce sont mes propres conseils que je peux vous donner et que j'aurais bien aimé qu'on me donne avant cette année. Puisque une fois qu'on a eu le CRPE, on doit prendre une classe sur un mi-temps. Alors, il y a des académies c'est 2 jours, 2 jours, il y a des académies c'est 3 semaines, 3 semaines. Dans tous les cas, c'est sur un mi-temps, donc certes, on a moins de charge de travail, mais on est, je trouve selon moi, un peu balancé comme ça en mode bon bah voilà, tu vas prendre la classe. Donc je vais essayer vraiment de vous détailler pour moi les conseils qui auraient été pour moi le plus utile. Après, voilà, ça ne regarde que moi, ça ne regarde que mon année. Peut-être qu'il y a plein d'autres conseils à donner, peut-être qu'il y a des conseils que vous allez trouver inutiles. En tout cas, c'est les conseils que j'aurais bien voulu qu'on me donne. Voilà pour ça. Donc, on va commencer. Alors, le premier conseil, ce serait de construire un règlement avec les élèves. Alors, vous allez voir dans la vidéo que je parle pas de essayer de téléphoner à l'école, d'envoyer un mail, de trouver son niveau, etc. Je pars du principe, même si je sais que c'est pas facile partout, qu'on est déjà au courant de tout ça, qu'on est déjà au courant de son niveau, qu'on a déjà vu l'école. Si on n'a pas vu ça, c'est vrai que c'est compliqué. Moi j'avais pu être au courant de mon niveau et voir l'école juste avant les vacances. Donc voilà, je savais qu'il n'y avait pas de matériel, qu'il fallait que je me, entre guillemets, que je me débrouille par moi-même parce qu'il n'y avait pas de manuel scolaire au programme. Mais c'est vrai que parfois on prépare des choses puis on se rend compte qu'on n'a pas le matériel, etc. Donc au mieux du mieux, essayez au moins d'avoir un contact avec quelqu'un de l'école, le directeur ou la directrice, et de connaître au moins le niveau, voire les matières que vous devez enseigner. Voilà. Donc on revient sur le premier conseil qui était construire un règlement avec les élèves. C'est la première des choses que j'ai faites le premier jour. C'est quelque chose qui est selon moi super important. Ça va vraiment commencer à poser les bases en fait de notre relation d'un an. Je pense que ça se fait à tout âge. Moi j'avais des CM1 donc ça se faisait très bien, mais je pense que même en maternelle ça se fait aussi. C'est important de poser son règlement et de le construire avec les élèves pour les rendre vraiment acteurs, pour les rendre intéressés par la chose et pas style vous avez pas le droit de faire ça, 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 ça. Et qu'en gros, eux, ils n'aient pas leur mot à dire. Voilà, vous avez vos propres attentes, eux, ils ont aussi leurs attentes, et ensemble, on essaye de construire quelque chose qui va plaire à tout le monde. Donc moi, j'avais pris une espèce de... j'avais pris une trame, puis je leur avais demandé quelles règles ils aimeraient bien avoir, etc. Quelles règles ils pensaient utiles, quelles règles, voilà, ils pensaient que ce serait mieux, machin. Et on avait fait un petit code couleur avec des gommettes, vert, je peux, puisque c'est important aussi de... montrer les droits et les devoirs. Donc il y a des devoirs mais il y a aussi des droits. Donc je peux en vert. Comment j'avais fait ça? Je peux en vert, je dois en orange et je ne peux pas en rouge. Voilà, et c'était globalement équilibré avec beaucoup de parties je peux. Aussi, ce qui est important de faire, moi je trouve, c'est aussi de les mettre avec vous pour essayer de faire également les sanctions. Voilà, leur proposer, alors ok, on a fait cette règle, si cette règle n'est pas appliquée, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois de vraiment les rendre intéressés par le truc, les mettre dedans, comme ça ils s'approprient, c'est pas on claque un règlement qu'on a imprimé sur internet, qu'on le met dans un coin de la classe, etc. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, en tout cas moi c'est pas du tout ce que je conseille. Voilà, si on n'a pas fait ça, qu'est-ce qui se passe? Donc au niveau sanction, on avait mis en avant un mot dans le carnet, un passage chez la directrice ou le directeur, des minutes de récréation en moins, le perdre son privilège du jour, parce que j'avais fait des privilèges chaque jour, vous avez un privilège, donc ils pouvaient perdre le privilège du jour, perdre le privilège pour toute la semaine, alors là c'était vraiment quand c'était... quelque chose d'un peu plus important, et bien ils n'avaient plus le privilège pour toute la semaine, donc ils étaient plus chefs de rang, ils étaient plus responsables de ma plante, enfin voilà, il y avait plein de responsabilités comme ça. Il faut savoir qu'on est très limité au niveau sanctions, et que le but c'est quand même de pas trop les utiliser. Donc voilà, je trouve que le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de construire la règle avec les élèves et de construire les sanctions qui vont avec, et vous allez voir que des fois ils ont des sanctions, on se dit non, ça va peut-être pas passer.
Donc voilà pour le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est ne pas céder. Donc là, ça revient par rapport à mon premier conseil. Une fois qu'on a mis les règles et les sanctions, on ne cède pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux dès le début, mais c'est un conseil encore, serrer un peu trop la vis, puis lâcher du lest. Je vous donne ce conseil, sachant qu'on m'a reproché d'être un peu trop, de tenir un peu trop la classe et d'être un peu, je vais pas dire strict, mais oui, de vraiment les tenir et de moins lâcher. Alors voilà, il faut pas non plus faire comme moi, mais je préfère d'un autre côté savoir que je tiens un peu fort la classe, qu'après je peux lâcher, que plutôt que de me faire marcher dessus. Il faut savoir que les enfants vont tester très très vite, surtout si on est là que 2 jours par semaine. Moi je sais qu'ils testaient beaucoup et qu'ils me comparaient beaucoup à l'autre enseignant, donc c'est aussi ça, voilà, son règlement, soit on le fait en commun avec l'autre enseignant, sinon on fait son propre règlement et les enfants s'adaptent. Le lundi, mardi ils en ont un et le jeudi, vendredi ils en ont un autre. Quand ils vont chez la grand-mère, chez l'oncle ou chez eux, ils n'ont pas forcément les mêmes règles et ils le savent très bien. Donc voilà, le deuxième conseil c'est de ne pas céder. S'il doit y avoir la sanction, il y aura la sanction. Après on peut être un peu plus, voilà, moi à la fin je donnais quasiment plus de sanctions, j'étais moins dans les règles etc, j'étais moins dans l'explication, mais au début c'est vrai qu'on reprenait les règles, on essayait de voir quelles règles avaient été enfreintes ou quelles règles avaient été un peu limites, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont ils sentent la règle, ils vont juste un tout petit peu à côté pour vraiment cadrer les choses et essayer de, voilà, de un peu montrer son autorité, même si j'aime pas ce mot, mais c'est quand même à nous, comme un chef d'orchestre, de gérer toute la classe. Le conseil numéro 3, c'est d'utiliser des outils. Alors moi je suis arrivée, on m'a balancé cahier journal, fiche de prep, etc. Alors bien sûr j'en avais entendu parler en M1, mais j'en avais pas spécialement vu puisque dans mes stages j'allais pas forcément là où il y avait des cahiers, un cahier journal, des fiches de prep, etc. Moi là je vous propose d'utiliser des outils. Alors sur internet vous trouvez des cahiers journaux, vous trouvez des fiches de prep, etc. Moi par exemple je me suis tout de suite inscrite à EduMove, donc ça ressemble à ça en fait, une feuille de cahier journal d'EduMove. C'est gratuit pour les stagiaires, donc voilà, vous n'avez rien au cas où vous n'avez rien à perdre, hein. Et moi je sais que je réutiliserai ça l'année prochaine parce que je le trouve vraiment super bien. Après c'est propre à chacun, mais vous pouvez faire vos créneaux et les recoller toute la semaine, et en plus vous avez toute la liste de compétences par rapport au programme. Donc voilà, quand vous avez des visites de vos tuteurs, etc., d'avoir un beau cahier journal et une belle fiche de prep, ça fait beau, mais c'est parfois difficile de trouver vraiment les objectifs, de faire la différence entre objectifs et compétences. Et ben je trouve que ce cahier journal peut beaucoup aider. Après bon voilà, il n'est pas super beau non plus, mais je ne peux que le recommander. Le conseil numéro 4, c'est de rechercher des ressources. Si vous êtes un peu perdu entre progression, programmation, etc., que vous voulez faire un petit peu de manipulation, mais vous savez pas trop, il y a plein de ressources sur internet. Instagram, c'est une mine d'or. Pinterest, pareil. Vous pouvez trouver des responsabilités, vous pouvez trouver des listes d'ateliers autonomes à proposer à vos élèves si jamais ils vont plus vite que d'autres. Vous pouvez trouver des ateliers de différenciation pour ceux qui auraient un peu plus de mal, des ateliers de manipulation en maths. Vous pouvez trouver une mine d'or sur internet. Franchement, il suffit de chercher. Je veux dire, on m'a beaucoup demandé aussi si je créais mes exercices moi-même, si je prenais des cahiers, si voilà. Je fais un mix de tout. Parfois, je vais piocher sur internet, parfois je prends dans un manuel. Parfois ça vient de moi-même. Vraiment, surtout la première année, je pense que c'est important de bien mixer. On ne peut pas tout faire nous-mêmes, on ne peut pas faire toutes nos fiches de prep, faire tout notre cahier journal tout seul, faire nos leçons tout seul. On ne peut pas tout faire tout seul, tout créer dès la première année, c'est pas possible, vous allez jamais tenir. Donc basez-vous sur des choses qui sont déjà faites. Mon conseil numéro 5, c'est toujours en lien avec le conseil numéro 4, de suivre des méthodes. Je suis pas du tout fan des méthodes style Pickbill et compagnie ou CapMath où on fait une page par jour. J'aime pas ça. Après bon voilà, peut-être qu'en cycle 2 c'est intéressant, moi en tout cas en CM1 j'aimais pas ça du tout. Par contre c'est vrai que
en milieu d'année, on m'a conseillé par exemple ce petit bouquin qui s'appelle Réussir en grammaire. Alors moi j'avais pas la grammaire à faire, par contre j'avais la conjugaison. Et c'était, je voyais pas en fait comment bien ramener la conjugaison. Enfin c'est pas, pour moi c'était pas un truc qui était rigolo en soi. Je voyais pas comment manipuler la conjugaison, je voyais pas... Oui, moi j'ai appris les conjugaisons bêtement, tableau, groupe 1, groupe 2, groupe 3, même si c'est plus comme ça maintenant, et on apprend les terminaisons par cœur et on recrache par cœur. Et il faut pas du tout faire quelque chose comme ça, mais c'est vrai que quand nous on a vécu ça, bah, c'est difficile, si on n'a pas de méthode, de pouvoir se détacher. Je sais qu'en maths et en sciences, c'était hors de question que je suive une méthode, parce que j'avais un peu des capacités, j'avais cette envie, et j'avais plus cet attrait pour des matières là. Par contre, pour des matières où je suis moins à l'aise, je recommande vivement d'essayer de trouver des méthodes. Celui-ci est super bien, il propose des petits gugus, verbes, etc. à compléter. Tout est déjà fait, vous avez les objectifs, le matériel, le déroulement de chaque séance avec les phases de manipulation, la mise en commun, la recherche du radical. Vous voyez, plein de petites choses comme ça. Et par exemple, quand vous avez une visite d'un tuteur, d'avoir vraiment toutes les étapes, découverte de la notion, explication, manipulation, construction de la règle, etc., exploitation. Il y a plein de cartes mentales, enfin je trouve qu'il est super bien fait. Alors il y en a qui en auront pas besoin, qui auront plus besoin en maths, il y en a qui auront plus besoin, voilà. Moi je sais que si j'avais eu histoire géo, j'aurais aussi cherché une méthode. Mais en tout cas, je ne peux que vous recommander d'essayer de chercher un peu des méthodes. Alors certes, c'est un peu simple, du style on pourrait se dire on ouvre le cahier et on le suit, oui, mais ça se fait, des guides du maître ça s'utilise, c'est fait pour ça. Je ne dis pas de le faire tout le temps, attention, hein, je ne dis pas d'ouvrir et de prendre un cahier, un livre du maître pour chaque truc, parce que je pense que vos tuteurs ne vont pas être contents, mais de s'appuyer dessus. Moi il y a des séances que je faisais sauter, il y a des séances que j'inversais, il y a des exercices je changeais un petit peu, mais j'avais quand même une bonne base, et franchement ça peut vraiment vous aider, ça peut vraiment un petit peu vous sauver. Le conseil numéro 6, c'est de demander de l'aide. Vous êtes suivi par 2 tuteurs, un tuteur qui est PEMF, donc professeur, maître formateur, professeur des écoles, maître formateur. Donc c'est quelqu'un qui a déjà une classe, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a passé en plus une petite formation pour ça, qui peut vraiment vous aider si vous savez pas ce que c'est un cahier journal, une fiche de prep, c'est pas fait correctement, vous savez pas trop quoi mettre dedans, qu'est-ce qu'on met plus, qu'est-ce qu'on met moins, c'est trop détaillé, c'est pas assez détaillé. Franchement, demandez de l'aide. Moi je sais que j'ai eu une tutrice formidable, elle était très très gentille, très bienveillante, et elle m'a beaucoup aidée. Voilà, demandez de l'aide aussi à vos collègues au cas où, soit au binôme, soit à ceux qui sont dans l'école, parce que parfois c'est quand même, on les voit plus ceux qui sont dans l'école, donc les autres collègues, que notre binôme, mais n'hésitez pas à essayer de demander de l'aide. Voilà, si vous sentez que dans l'équipe que vous êtes, vous n'allez pas trop avoir ce petit soutien, etc. que vous avez besoin, ne cherchez pas trop à l'avoir. Moi c'est une erreur que j'ai faite au début, j'ai cherché un peu à me justifier, je cherchais un peu, oui, trop la protection des autres, alors qu'en fait c'est chacun fait entre guillemets ce qu'il veut. Donc s'ils ont envie de vous aider, c'est très très bien, ils vous aident. S'ils n'ont pas envie, personne ne les force. C'est pareil avec votre binôme. Si votre binôme par exemple c'est le directeur, que vous êtes là un jour par semaine, ou c'est un peu EMF, il va peut-être un peu plus être sur vous. Mais par contre si c'est un collègue lambda comme vous, moi dans mon cas c'était chacun fait ce qu'il veut. Il ne m'a pas demandé, et il n'avait pas regardé mes fiches de prep, mon cahier journal, etc. Donc vous pouvez demander des conseils, mais sachez qu'ils ne sont pas obligés d'être là pour vous. Et ils sont pas non plus formés pour ça. Donc voilà, il faut aussi savoir s'adresser aux bonnes personnes. Même si avec vos tuteurs, au cas où ça se passe mal, vous passez par l'INSPE, vous trouvez un prof, un ancien prof des écoles, ou vous trouvez un prof où vous sentez que ça passe un peu mieux, vous allez voir le directeur, vous allez voir l'association étudiante, vous parlez avec d'autres PES, enfin vraiment il faut être entouré, parce que clairement si on n'est pas entouré et que ça marche pas bien en plus en classe, ça va être une année très compliquée. Conseil numéro 7, c'est de préparer en avance. Quand je vous dis en avance, c'est bien en avance, en tout cas ça c'est mon conseil à moi. J'avais fait l'été ma progression programmation, si ça vous parle pas je vous mets ici dans le petit i de la vidéo. Je vous avais fait vraiment donc une vidéo complète là-dessus. Moi j'ai essayé de chercher des programmations, des progressions sur internet, de prendre des bouquins, d'aller même à la FNAC, de prendre en photo les sommaires des bouquins pour voir à peu près comment ça pouvait, voilà.
même si ça change un petit peu, c'est très souvent les mêmes choses qui reviennent. Voilà, on va faire le périmètre avant l'air, enfin c'est des trucs un peu plus logiques, en tout cas pour les grands, parce que pour les petits je sais pas, enfin j'imagine que c'est logique mais je n'y connais rien. Pour les grands en tout cas ça me semblait plutôt logique, voilà on fait plutôt le présent avant, le passé simple, enfin voilà c'est des choses un petit peu comme ça. On fait plutôt les polygones avant les solides. Et donc du coup ça peut déjà vous aider là-dessus. Et pareil moi les fiches de préparation j'en faisais 2 par jour et j'essayais de les faire pendant les vacances scolaires. Donc au début comme je savais pas trop à quoi m'attendre, je les faisais au fur et à mesure. Puis une fois que j'ai eu ma première visite de ma tutrice et que j'ai pu savoir ce qu'on attendait un peu plus de moi sur une fiche de prep, et bien je me suis lancée un peu plus. Et donc je prenais de l'avance, je faisais mes fiches de prep pendant mes vacances scolaires puisque j'avais toutes les vacances scolaires et je voulais pas être coulée. Et franchement je trouve que ça m'a sauvée. J'ai réussi à tenir ça jusqu'au mois de janvier. Ensuite j'étais complètement un peu amochée par le master parce qu'il fallait vite rendre le mémoire, il fallait vite commencer la partie expérimentale du mémoire, il fallait vite rendre les dossiers, enfin, il y avait beaucoup de choses à gérer. Donc là j'avais perdu cette avance, j'avais 1 ou 2 semaines d'avance. C'était un peu plus chaud, donc franchement, au plus vous pourrez, voilà, même des ateliers à plastifier, à découper, on dirait que c'est rien comme ça, mais en vrai ça prend un temps fou. Donc là cet été, si vous avez un peu le temps de commencer à regarder des sommaires, d'imprimer, de plastifier, de voir un peu comment vous allez pouvoir faire un plan de classe, des choses comme ça, un règlement, et ben ce sera toujours du temps de gagner. Le conseil numéro 8, c'est de mettre un peu la priorité sur la situation d'accroche lorsqu'on démarre une leçon. Moi, j'avais pas fait ça au début, je n'étais pas du tout dans cette optique. Pour moi, le plus important, c'était la trace écrite. La trace écrite que j'avais faite moi-même, que je construisais, mais bon, limite, hein, je construisais mais en suivant mon modèle avec eux et on claquait la trace écrite comme ça. C'est pas vraiment très recommandé, mais sur le coup ça me rassurait beaucoup de savoir que voilà, ce qu'on devait retenir à la fin c'était structuré, c'était clair, c'était compréhensible, il n'y avait pas de faute d'orthographe, etc. Moi je pense, et en tout cas c'est ce qui m'a forcé entre guillemets à changer un petit peu ma manière de faire, de penser, c'est de mettre l'accent sur vraiment la situation d'accroche, de les motiver dès le début, d'essayer de trouver un truc voilà, qui va vraiment les et puis voilà on claque pas on claque pas le périmètre comme ça, on claque pas une formule, le trou ça a coupé, donc je disais on claque pas la formule du périmètre comme ça, on cherche, on va dire voilà, j'en sais rien moi, l'agriculteur il a son champ, il veut mettre des barrières tout autour, comment on va pouvoir savoir faire, combien de mètres de barrières on va devoir acheter, etc. On essaie vraiment de les accrocher. Ça peut aussi débloquer parfois des peurs, des situations, des choses comme ça. Par exemple, je sais qu'en anglais, je n'aime pas l'anglais, je suis pas très à l'aise avec cette langue et je me trouvais pas trop dans la capacité de leur apprendre quelque chose parce que moi-même, je me sentais pas très légitime d'apprendre de l'anglais. En tout cas, de faire apprendre de l'anglais. Eh bien j'ai cherché un petit peu, je suis passée par les personnages Monsieur Madame du McDo, on a commencé à faire du vocabulaire, j'ai trouvé un jeu qui s'appelle le jeu du popcorn, où ils devaient piocher des mots de vocabulaire et les remettre sur le personnage. On apprenait des descriptions des personnages, puis on a fini par faire un grand qui-est avec tous les personnages, vous voyez. On essaie de faire du lien comme ça, de construire, et parfois ça peut débloquer des situations, le dire bonjour, on va faire anglais, on va apprendre petit, grand, moyen, etc. On essaie de passer par le jeu, on essaie de passer autrement, on essaie de trouver une autre situation d'accroche, et une situation d'apprentissage pour vraiment le faire ancrer. C'est pas à nous de ramener, de dire bam vas-y avale ça et apprends, c'est à nous de donner les clés pour qu'ils réfléchissent et qu'ils se disent ah oui c'est ça, et là même pour nous en fait le cerveau comprend vachement mieux que juste en claquant une petite formule comme ça. En anglais pareil, ensuite on était parti sur un album, c'est un album pour les tout petits normalement, hein. Mais étant donné que c'est en anglais, je trouvais que voilà, pour des CM1 ça allait, ils étaient vraiment très contents. J'en ai même fait un peu en CM2, je l'ai utilisé en CE2 également, en CE1 aussi, donc voilà, ça fait un album. Après vous en faites l'utilisation que vous voulez, hein. Vous allez plus loin, vous leur demandez de eux-mêmes créer leurs propres associations, de se poser des questions avec d'autres mots de vocabulaire, mais voilà, vous pouvez aussi partir d'albums même en anglais. Et voilà, moi je leur ai dit qui aime le ketchup dans les céréales, et là oh bah c'est un peu bizarre, et donc hop on est parti dessus.
Et voilà, franchement ça me permet de lancer un petit peu le truc. Le conseil numéro 9, c'est qu'à la fin de chaque séance on essaie de faire un bilan. Donc pas un bilan du style alors aujourd'hui on a appris ça, ça, ça et ça, voilà, tout le monde a bien compris, oui personne lève la main, ok super. Vraiment leur faire redire par eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Dans quel but? Dans quel intérêt? Pourquoi on a fait ça? Oui, tu t'es trompé là-dessus. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter cette erreur? Pourquoi il a compris ça? Comment on peut faire pour essayer de changer ça? Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin un peu de cette phase de, je veux dire, de mini réinvestissement ou de mini bilan, de vraiment, voilà, à quoi ça sert? Pourquoi on a fait ça aujourd'hui? Parce qu'il y a des enfants, on peut faire une leçon super bien, ils ne vont pas comprendre pourquoi on fait ça. Et s'ils ne comprennent pas pourquoi on fait ça, ils risquent d'être démotivés, ils risquent de décrocher parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas derrière le lien, ils n'ont pas l'explication de pourquoi on fait ça. Et c'est hyper important qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Enfin, le dernier conseil, c'est le conseil numéro 10, de rendre acteurs les élèves. Donc ça va avec les 3 autres que je viens de vous dire, de vraiment leur faire confiance. Ce sont des élèves, ils ont bien appris avant nous, peu importe l'âge à laquelle on peut les avoir, ils ont bien appris avant nous. Ils sont assez grands, assez matures, alors je ne dis pas de leur laisser tout faire et que ce soit le gros fiasco dans la classe, mais il faut leur faire confiance. Moi c'est quelque chose que je retiens le plus de cette année, de leur faire confiance. Au début j'étais stricte, je faisais attention au bruit parce que la classe était très haute, c'était très bruyant. Moi-même j'ai une tolérance au bruit qui est pas très haute. Voilà, faut essayer après de leur laisser du lest, surtout quand ils sont plus grands, moi ils sont en cycle 3, de les laisser un peu plus autonomes, de les laisser un peu plus se gérer, de s'auto-réguler tout seul. Voilà, il faut qu'ils s'apprennent aussi à se construire. Au collège, il y aura toujours des règles, mais ils vont devoir aussi apprendre à faire un peu tout seul. Donc là, c'est aussi de les aider, de leur dire bon bah voilà, je vous laisse ça, vous connaissez les règles, vous savez quelles sont les sanctions derrière si c'est pas respecté, c'est à vous de faire. C'est, je sais pas moi, on donne un responsable du silence, on donne un responsable du bruit, on donne des responsabilités un peu à tout le monde pour que chacun sache ce qu'il a à faire et normalement ça se passe bien. En manipulation de science, au début, tout le monde était très excité de faire des manipulations. Voilà, on mettait la blouse, il y avait du matériel, il y avait du verre, il y avait des choses comme ça. Ils ont bien compris que s'ils n'avaient pas le comportement adapté, on ne pourrait plus faire ça. En fait, je leur ai dit, voilà, la première fois, si vous continuez comme ça, je ne peux plus vous proposer ça. Vous n'avez pas le comportement qui fait que je peux vous proposer ce genre de situation. Donc si vous voulez continuer à manipuler, etc., c'est à vous de vous adapter. Moi, je peux pas le faire à votre place. D'essayer de les responsabiliser, c'est mieux, un maximum, et de leur faire un peu confiance. Donc ça, c'est pas forcément possible avec toutes les classes, je le conçois bien. Il y a des classes où on peut pas trop leur laisser un peu de confiance ou leur laisser une marge parce qu'on se fait bouffer. En tout cas, si vous sentez que ça va, même si vous sentez que ça va pas trop, mais qu'on vous dit que ça va, parce que moi au début je sentais pas trop que ça allait, je me disais oui bon ça va, mais si je lâche ça va plus aller. Voilà, faites-vous confiance, essayez un petit peu, lâchez un petit peu, et puis vous voyez s'ils réagissent bien, bah vous lâchez un peu plus. Voilà, ça n'empêche pas que des fois on peut reprendre tout le groupe et reprendre un peu le dessus. Mais si on sent que ça roule, eh bien ça roule. On n'est pas là devant le tableau en mode blablabla toute la journée. Voilà. Pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de les voir apprendre tout seuls, de pouvoir moi me détacher et d'être spectatrice de tout ce qui se passe, de voir que ça se débloque tout seul, ou pas, ou parfois il y a besoin que j'intervienne, mais de voir qu'ils peuvent s'entraider entre eux, et qu'ils peuvent construire la règle eux-mêmes, et pas que je suis là en mode hop, bonjour, leçon sur le périmètre, on écrit le titre, on souligne, et on claque la leçon, on fait des exercices, on n'en parle plus. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous le mets ici. On est de plus en plus nombreux et je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver dans le petit i mes 2 dernières vidéos, donc sur ma FAQ concernant mon année de stage. Donc j'ai 2 FAQ parce que vous aviez beaucoup de questions. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut!